Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. Notre invitée aujourd'hui, c'est Véronique Tourelle-Clément. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. On va parler dans un instant avec vous des ports de plaisance de notre région sud et des projets environnementaux. À mes côtés, comme chaque lundi, c'est Julie du Média Gommette. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On va commencer avec toi et l'actualité de la semaine. Et tu vas nous parler d'un engagement en faveur du commerce éco-responsable à Marseille. Oui, c'est une cérémonie qui s'est déroulée lundi dernier à l'Hôtel de Ville. Il s'agit de la seconde édition de ces éco-défis des commerçants et artisans organisés par la Ville de Marseille, la CCI et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, pour cette édition, elle récompensait les artisans et commerçants des secteurs 1, 7 et 2, 3 à Marseille. Alors, comment ça marche? Les participants avaient une liste préétablie de défis éco-responsables à relever. Ils devaient en piocher 7 dans le lot, concernant aussi bien l'énergie que la gestion de l'eau ou des déchets. Et s'ils parvenaient à les relever, ils se voyaient remettre un label qui valorise leur engagement et leur donne aussi une certaine visibilité. Alors, est-ce qu'on a des exemples d'initiatives mises en place par des commerces marseillais ? Oui, ce pouvait être par exemple du compost de déchets organiques, la réutilisation des eaux grises ou eau du robinet pour arroser les plantes, comme le restaurant Au Grain Désiré dans le 1er arrondissement. Ce peut être aussi d'éteindre tous ces appareils en cas d'absence ou pendant la nuit, comme la bijouterie Bayello dans le 7e. Dans le 2e arrondissement, vous avez la boulangerie Le Panificateur, qui est adhérent à la roue marseillaise, cette monnaie qui favorise l'économie locale. Et dans le 3e, l'épicerie paysanne locale, qui met à disposition de ses clients une ressourcerie gratuite. Voilà, j'ai essayé de donner un exemple par arrondissement, mais la liste est longue et elle est à retrouver sur le site de la ville de Marseille. Il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a 80 commerçants et artisans qui ont été récompensés. Merci beaucoup Julie. On passe à l'invité de Planète Locale. Véronique Tourelle-Clément, merci d'avoir accepté l'invitation de Planète Locale. Vous êtes déléguée générale de l'Union des ports de plaisance pour la région sud. Avant de parler des projets environnementaux, ports de plaisance, ça nous parle. Donc vous représentez tous les ports de plaisance, c'est-à-dire comment on définit un port de plaisance concrètement par rapport aux grands ports ? Un port de plaisance, c'est un port qui accueille majoritairement des bateaux de plaisance. Donc, dans notre région, il y en a 147 où il y a plus de 90% une activité de plaisance, en fait, avec des bateaux, donc d'une taille bien moindre que celle des cargos qu'on voit dans un grand port maritime où il y a de l'activité de commerce, du passager, etc. Donc, c'est le voilier, le bateau à moteur, les petits bateaux, parfois des grands ports dans lesquels il y a des grands yachts avec de la grande plaisance, voilà, comme à Antibes, Saint-Tropez, Cannes, etc. Alors, on parle beaucoup de l'électrification du grand port maritime de Marseille, de tous ces projets pour moins polluer, mais ça concerne aussi les ports de plaisance, Julien. Oui, tout à fait. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus. Est-ce que cette électrification, elle se développe sur les ports de plaisance de la région ? Alors, sur les ports de plaisance de la région, effectivement, on pense beaucoup à l'électrification, mais on pense notamment à un panel de solutions pour décarboner l'activité. Et dans ce panel, il y a l'électrification, mais il n'y a pas que ça. Sur l'électrification, nous, le retour qu'on a de bon nombre de plaisanciers, parce que en tant que gestionnaire des ports de plaisance, nous parlons beaucoup aux plaisanciers, c'est quand même l'autonomie des batteries, le fait de partir du port, c'est bien, d'y revenir, c'est encore mieux. Et donc, voilà, pour l'instant, on se retrouve avec très peu de bateaux qui marchent avec des batteries qui sont à l'électrique. Donc nous avons des infrastructures qui pouvons les accueillir. Nous avons une loi depuis le 1er janvier 2022 qui oblige le port à réserver 1% des places à des bateaux électriques. Actuellement, on en a peu, voire pas du tout. Donc on est prêt, on attend de voir quand même un peu la maturité des choses parce que souvent on a été les premiers à mettre en œuvre des infrastructures, des investissements économiques parfois assez lourds pour des usages qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est vrai que sur l'électricité, on est prêt, mais on fera de plus gros investissements si on voit que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Donc on avance de concert finalement avec les industries nautiques pour voir comment on met les choses en place. Ensuite, on parle aussi pas mal d'hydrogène, d'éthanol. Donc peut-être que la solution est plutôt dans la multiplicité des modes de propulsion
que dans un seul. Mais ça ne me concerne pas. C'est l'acheteur qui choisit. Et exactement. Ça reste très cher. Voilà, c'est l'acheteur qui choisit, ça reste très cher. Après, on est concerné quelque part parce que si l'acheteur a acheté, par exemple, un bateau électrique, il faudra qu'il trouve quand même un endroit pour le recharger. Il y en a vraiment ? Il y en a beaucoup ? Ben non, justement, il y en a pas en ce moment, donc c'est pour ça que je dis, on nous pose souvent la question, mais voilà, on avance de concert vraiment avec les constructeurs pour ne pas avoir fait des investissements trop lourds qui se retrouveraient en déshérence en fait. Et quel rôle peut jouer l'UPACA à court terme pour que les plaisanciers se mettent respectent l'environnement? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous faisons beaucoup de choses au niveau de l'UPACA. Donc en général, nous sommes finalement le gestionnaire de port. Alors pas l'UPACA, puisque l'UPACA c'est l'organisme professionnel que se sont créés les gestionnaires de port. En fait, ça fonctionne comme un syndicat professionnel, mais les gestionnaires de port, ce sont ceux qui parlent le plus souvent aux plaisanciers. Donc on leur exprime tout ce qui est au niveau réglementaire pour préserver l'environnement, essentiellement dans le port. Et ensuite, on peut être aussi, comment on peut dire, des sensibilisateurs, en fait, à la protection, à la biodiversité, à l'environnement. Mais après, on reste que des gens qui vont sensibiliser. Nous, les obligations réglementaires, on les fait respecter dans le port. Au-delà, ce n'est plus notre périmètre de légitimité, quoi. Voilà. Et vous avez mis en place une certification port propre. En quoi ça consiste? Comment les ports peuvent l'obtenir? Tout à fait. On est les seuls au monde, finalement, à avoir mis, grâce à la région Sud et à divers partenaires comme l'Agence de l'eau, l'ADEME et la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, on a mis tous en place une certification qui s'appelle port propre. Donc cette certification, elle a vu le jour en 2008. Et c'est une certification qui est faite pour les gestionnaires de ports de plaisance. Et donc, c'est à eux de rentrer dans un référentiel de 17 critères. Les critères, on a quelques exemples? Oui, alors les critères, c'est vraiment, en fait, traiter tous les déchets solides et les déchets liquides pour qu'il n'y ait aucun rejet dans le milieu naturel, former son personnel, sensibiliser les plaisanciers, justement, au respect de l'environnement. C'est aussi se préoccuper de tous les déchets qu'on peut avoir sur les aires de carénage. Alors là, on rentre un peu dans la technique, c'est-à-dire que quand le bateau, on le met sur une aire de carénage pour faire de la maintenance, on se retrouve avec des hydrocarbures, des huiles, des peintures, des anti-fouling. Il faut des points propres. Voilà. Donc tout ceci, c'est vraiment pour passer au niveau du plaisancier l'information, les sensibiliser. Et nous respecter nos engagements, aussi bien réglementaires qu'au-delà du réglementaire, en étant dans l'excellence environnementale. On est de bons élèves dans la région en termes de respect de l'environnement dans les ports, plus précisément à Marseille? Oui, alors on est des bons élèves dans la région parce que tout simplement la certification vient de chez nous, vient aussi de l'UPACA. Moi je suis ingénieure en environnement, donc j'allais dire mon embauche il y a 20 ans était aussi dans ce secteur-là. C'était vraiment dans cet objectif. Et du coup, donc oui, les ports sont bons élèves puisque sur plus de 110 ports qui sont certifiés en France, on en a près de 73. Ensuite, sur Marseille, on a toutes les sociétés nautiques de l'Estac qui sont certifiés port propre, ce qui veut dire que même une société nautique avec des gens qui sont des associatifs, souvent des bénévoles, peut obtenir cette certification. On a l'Anse de la Réserve à l'entrée du Vieux-Port et ensuite les différentes sociétés nautiques qui sont dans le Vieux-Port, elles sont dans la démarche port propre, elles ne sont pas encore allées à la certification, mais je pense que c'est en train de bien se mettre en ordre de marche. Vous connaissez bien le milieu. Dernière question, un peu plus générale, comment ça a évolué? Comment ont évolué les ports de plaisance? Est-ce que les personnes habitantes du département ont toujours un bateau comme avant? On a vu le phénomène des locations de bateaux. Est-ce que le nombre de bateaux de plaisanciers a augmenté ou diminué? Alors, le nombre de bateaux, j'allais dire, est resté le même. Voilà. Si ce n'est, ce sont les usages qui ont un peu évolué. Avant 2020, le Covid, c'était l'évolution de la location, un peu le Airbnb, l'ubérisation de la location de bateaux. Le Covid étant passé par là, on a beaucoup de propriétaires ou de personnes qui se sont dit on est en sécurité sur le bateau, donc moins de location. Donc, on se retrouve maintenant finalement avec un équilibre de 30% de bateaux qui sont parfois à la location entre particuliers, mais ça pose d'autres soucis de connaissance de la mer, d'assurance dans un port de plaisance, de respect de l'environnement. Mais par contre, voilà, donc on a toujours des propriétaires historiques. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous parce qu'on continue avec Julie. Alors Julie, chaque jour, chaque lundi, parce que sinon il faudrait trouver beaucoup d'objets chaque lundi, tu nous présentes l'objet de Planète Locale. Quel est-il ?
Oui, alors un objet qui parlera peut-être pas à tout le monde comme ça, mais qui parlera peut-être plus aux plaisanciers. Ce sont des stabilisateurs pour les ancres plates. Donc Véronique, on ça les vous fixe parle? sur le côté. Oui, je le connais, mais je ne l'ai pas pratiqué par contre. Oui, alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour des encres, c'est pour qu'elles s'enfouissent plus facilement dans le sable, dans les zones de mouillage libre. Donc pas forcément dans les ports. Tiens, si tu veux, ça pèse son poids, hein, je te le donne. Le bénéfice est double, donc c'est plus d'efficacité car l'encre s'insère plus rapidement dans le sol, mais c'est aussi plus écologique car avec ce système, l'encre laboure moins le sol, ce qui permet d'épargner la posidonie, cette plante très importante pour la biodiversité marine. Alors, c'est la société GM Pro qui a breveté cette innovation. Il en existe pour toutes les tailles d'encre. En l'occurrence, cette taille, ce format, c'est pour des bateaux de 5 à 15 mètres. L'entreprise vient de finir sa période de test et elle collabore avec plusieurs acteurs comme la ville de Marseille, la Société nautique des sauveteurs en mer, la Marine nationale, le Parc des Calanques aussi, mais des organisations comme l'OFB et WWF qui équipent leurs navires avec. Merci beaucoup Julie, merci à vous Véronique Tourelle-Clément d'avoir été l'invitée de Planète Locale. Merci à vous de nous regarder, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.